Bonjour, bienvenue à tous pour notre événement chez The Shift. Welkom iedereen bij onze The Shift événement. Nous sommes aujourd'hui présents pour discuter de démocratie. Ce webinaire fait partie de notre série de webinaires plutôt transversaux sur des thèmes généraux qu'on a appelé A Taste of. Ce sont des webinaires assez courts qui vous donnent une petite introduction sur un sujet de durabilité et de société. On accueille aujourd'hui 4 orateurs que je vais présenter par la suite pour discuter du thème des assemblées citoyennes et de en quoi est-ce que ce type de nouvelle participation démocratique pourrait nous aider à sortir des crises environnementales. Dus we zijn vandaag hier om over democratie te spreken en over hoe kunnen wij meer burgerparticipatie doen om vooral onze milieucrisis in het algemeen een beetje beter te kunnen oplossen. Le webinaire va se dérouler en français et en néerlandais selon la langue des orateurs. Dus dit webinar zal in beide talen, Frans en Nederlands, gebeuren in functie van de moedertaal van de sprekers. Et vous avez toujours les slides pour suivre aussi. Alors, quelques petites règles à propos de ce webinaire. Vous êtes tous avec votre micro muted, votre caméra off, mais on vous invite, si vous voulez partager avec d'autres participants, à poster des choses dans le chat. Et pour tout ce qui est questions, on va les aborder à la fin du webinaire, après toutes les présentations. Et alors, à ce moment-là, je vous demande d'utiliser le Q&A module qui est dans votre petit menu en bas ou en haut en fonction de votre setting. Et voilà, si vous savez poser vos questions via le Q&A module, c'est beaucoup plus facile pour moi de les traiter et de les envoyer à nos panélistes que dans le chat où je dois aller remonter plus haut pour les trouver. Et si vous pouvez aussi, quand vous posez vos questions, spécifier votre nom, le nom de votre organisation et si jamais votre question est adressée à un panéliste en particulier, comme ça, moi, je sais mieux comment les relayer aux panélistes. Dus wij gaan starten met onze sprekers. Zij zullen hun presentatie delen en hun experience share over het thema democratie. We zullen alle Q&A na de 3 presentaties doen. En ik vraag jullie, als jullie kunnen, de vragen dat jullie hebben in de Q&A module, het is een specifieke module in jullie menu, te vragen, want dat is veel makkelijker voor mij om de Q&A zo te doen dan bij de chat. Als jullie hebben technische vragen, jullie kunnen zeker in de chat iets posten en dan zal ik antwoorden of via WhatsApp of SMS op mijn téléphone. Et donc, comme je viens de le dire en néerlandais, pour tout ce qui est questions techniques, ça c'est mieux que vous postiez dans le chat. Voilà. Alors, le programme du jour, on va commencer par une introduction de la part de Pierre-Étienne Van Damme, qui est chercheur à l'Université de Libre de Bruxelles, qui va nous faire une introduction un peu philosophique sur le thème du jour. On passera ensuite à la présentation de Sébastien et Yuna, qui vont parler de la proposition Burger Parliament, Parlement citoyen, qui vont décrire une initiative belge, une proposition concrète. Et on terminera avec Michel Cordier, qui va parler plutôt des ancrages juridiques et des points de légitimité d'une telle proposition. Et on ouvrira ensuite à des questions-réponses, mais dans un sens un peu débat. Donc, n'hésitez pas à poser toute question ou toute réflexion qui pourrait alimenter un débat et qui serait intéressante à discuter avec nos panélistes. Dus voilà, jullie zien het programma nu op mijn scherm. We zullen starten met een introductie van Pierre-Étienne Van Damme van de Vrije Universiteit Brussel. Een beetje meer een filosofische introductie. Daarna gaan we meer in detail over één voorstel, een concrete voorstel van het burgerparlement. En wij sluiten met Michel Cordier van de Forum pour la Transition. Die zal een beetje meer over de legitimatie van zo'n voorstel conclusies geven. En wij eindigen met Q&A vragen, maar ook met een beetje een debate. Dus als jullie vragen, maar ook reflecties willen delen met de andere deelnemers en de panelisten, dan graag via de Q&A-module. Voilà, we sluiten het evenement om 1 uur. De mensen die moeten gaan omwille van andere afspraken zeker kunnen gaan, maar ik zal niet de zaal sluiten, dus voor degenen die willen een beetje meer blijven, het is ook mogelijk. Donc, comme je viens de le dire, on va terminer à 13 heures. Pour tous ceux qui ont d'autres engagements ou qui veulent terminer l'événement à 13 heures, vous pouvez sortir. Mais comme dans tout événement en présentiel, moi, je ne vais pas fermer les portes de la salle tout de suite. Donc, pour ceux qui veulent continuer à papoter après 13 heures, il n'y a pas de souci pour rester avec nous. Du coup, je vais arrêter mon partage d'écran et inviter Pierre-Étienne à partager le sien pour l'introduction. Pierre-Étienne, à toi. Voilà, ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous.
Voilà, ravi d'être là. Moi, ça fait quelques années, 4-5 ans que je m'intéresse aux usages du tirage au sort en politique. Et donc, je vais faire une brève introduction pour voir un peu d'où vient cette proposition d'un Parlement citoyen et pourquoi en particulier sur la question du climat ou de la crise environnementale. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de personnes qui s'intéressent ou qui se soucient de la crise environnementale voient dans des assemblées citoyennes tirées au sort un outil prometteur? Alors, il faut savoir qu'il y a eu des expériences récentes, à la fois en Irlande, en France et au Royaume-Uni, d'assemblées citoyennes tirées au sort qui se sont emparées de la question du climat, des meilleurs moyens de réduire collectivement nos émissions de CO2, et plus spécifiquement dans un esprit de justice sociale, comme c'était précisé en France. Et c'est donc une tendance assez importante qui s'inscrit dans un retour plus large, une redécouverte du tirage au sort en politique. Donc la représentation par tirage au sort, elle a une histoire très vieille sur laquelle je ne vais pas dire, mais c'était pratiqué largement à Athènes et dans différentes républiques italiennes au Moyen-Âge. Puis ça a été complètement oublié jusqu'à ce qu'on retrouve un peu le tirage au sort par le biais des sondages. Avec la pratique des sondages, on a découvert la notion de l'échantillon représentatif, l'idée qu'on peut avoir un aperçu de l'opinion publique en interrogeant simplement un ensemble diversifié, statistiquement représentatif de la population. Et alors certains ont conçu des sondages délibératifs où on ne demande pas simplement aux gens qu'est-ce qu'ils pensent comme ça sans avoir vraiment eu le temps de réfléchir, mais d'abord on permet aux gens de s'informer, de délibérer avec des partageant des points de vue diversifiés, et puis on leur demande leur avis. Et donc c'est dans l'esprit de ces sondages délibératifs qu'on voit maintenant proliférer les assemblées citoyennes en Belgique comme ailleurs. Alors, deux questions en particulier que je vais poser. Pourquoi est-ce que le tirage au sort convient particulièrement sur les enjeux comme l'enjeu environnemental? Et qu'a-t-on déjà pu apprendre des expériences récentes que je viens de mentionner? Alors, donc pourquoi le tirage au sort sur les questions environnementales? Personnellement, j'ai identifié 4 arguments principaux. Le premier, c'est l'idée qu'avec le tirage au sort, on va avoir des représentants plus jeunes en moyenne que l'élection. En particulier, si on utilise des quotas, donc souvent c'est comme ça qu'on procède. Ce qu'on appelle tirage au sort stratifié, c'est on s'assure qu'on ait une représentation de différentes catégories sociales en proportion de leur présence dans la population, donc avec une représentation égale d'hommes et de femmes, une représentation proportionnelle des jeunes, des habitants des villes par rapport aux habitants des campagnes, etc. Et donc, l'idée est vraiment de refléter la diversité de la population. Et on remarque que c'est une manière d'inclure plus facilement les jeunes. Pour vous donner un exemple, dans la Convention citoyenne pour le climat en France, on avait des participants de 16-17 ans, 18-24 ans et 14% de 25-34 ans. Et donc, un petit tiers de l'Assemblée, convention, était constitué de ce qu'on pourrait qualifier de jeunes. Alors qu'en comparaison, l'Assemblée nationale française, on n'a que 2,4% de députés de moins de 30 ans. Et c'est vraiment la tranche 50-59 ans qui est dominante. Et c'est souvent le cas avec les élections qui tendent à sélectionner des personnes plus âgées. Alors, l'idée n'est pas du tout que les personnes plus âgées ne se soucient pas du climat ou ne se soucient pas de l'environnement, évidemment. Je pense qu'on entendra un point de vue là-dessus en fin de séance. L'idée est plutôt que les jeunes sont globalement sous-représentés en politique, qui non seulement dans la politique traditionnelle, mais même dans les partis, dans les associations, il y a une surreprésentation de perspectives plus âgées et il peut être intéressant d'entendre les plus jeunes. C'est ça l'idée. Deuxième argument, avec le tirage au sort, on a des profils plus diversifiés, puisque l'élection tend à amener au pouvoir des profils assez semblables, des personnes qui se distinguent de la masse par des traits particuliers, une capacité à s'exprimer facilement en public, un certain charisme, le fait de bien passer dans les médias, etc. Et donc ça introduit un certain nombre de biais que peut corriger le tirage au sort. Notamment, ça permet donc d'inclure une plus grande diversité de perspectives, questions environnementales, une plus grande diversité de discours, et c'est particulièrement important
pour deux raisons. D'abord parce que ça enrichit les délibérations. Hein. Les délibérations sont plus riches si on inclut une plus grande variété de perspectives. Et par ailleurs, ça réduit les risques de prendre des décisions qui soient biaisées à l'encontre de certains groupes sociaux qui s'incluent dans le processus de décision. Et donc, si on est dans l'esprit de lutter contre la crise environnementale, par exemple, dans un esprit de justice sociale, c'est important d'assurer qu'on ne prend pas des décisions biaisées à l'encontre de certains groupes. Troisième argument, les représentants tirés au sort bénéficient d'un horizon temporel élargi par rapport aux élus. Pourquoi? Parce qu'ils sont libérés de ce rythme assez effréné de la répétition des élections qui incite les élus à essayer d'obtenir des résultats dans le court terme. C'est important que d'ici à la prochaine élection, ils puissent dire voilà ce qu'on a obtenu, voilà ce qu'on a fait, et ça n'incite pas vraiment à investir dans le long terme. C'est assez difficile, disons, de tirer les bénéfices électoraux d'investissement dans le long terme. Et donc ça, c'est certainement un avantage du tirage au sort. Il sera plus facile pour des représentants tirés au sort d'adopter une perspective de long terme. Quatrième et dernier argument, il est souvent suggéré que des représentants tirés au sort seraient plus indépendants, qu'une assemblée tirée au sort serait plus indépendante qu'une assemblée élue. Donc à la fois parce que les personnes tirées au sort n'ont pas de compte à rendre à un parti, ni à des donateurs qui auraient aidé le parti à gagner de l'influence, mais ils n'ont pas non plus de compte à rendre à des électeurs. Et ça, c'est l'aspect, disons, l'autre face de la pièce, l'aspect peut-être plus négatif. Donc l'aspect positif, c'est que des citoyens tirés au sort qui n'ont pas de compte à rendre ont plus de liberté pour vraiment entrer pleinement dans les délibérations et juger en fonction de ce qu'ils ont entendu, des informations qu'ils ont reçues de la part des experts et des arguments qu'ils ont entendus de la part de leurs pairs. Donc ça, c'est l'aspect tout à fait positif. Et puis, il y a un aspect négatif qu'il ne faut pas non plus perdre de vue. C'est le fait que le reste de la population n'a pas vraiment de moyens de contrôle sur ces représentants tirés au sort, qui n'ont pas été choisis directement et qu'on ne peut pas non plus désélectionner. Donc ça, c'est ce qui pose la question du coup de la confiance qu'on peut accorder à une assemblée tirée au sort. Question qui n'est pas encore résolue à ce jour puisqu'on est seulement en train de redécouvrir un peu cette pratique. Dernier point que je voulais faire, quelles sont déjà les quelques leçons qu'on peut tirer des expériences récentes en Irlande, en France, au Royaume-Uni? Un premier point, c'est qu'il est très important d'emblée, si on organise une assemblée citoyenne, de d'emblée bien clarifier son rôle et son pouvoir. En français, il y avait une grosse ambiguïté là-dessus, puisque le président s'était engagé à transmettre sans filtre toutes les recommandations de la Convention citoyenne, mais c'était soit transmettre au Parlement, soit envoyer ça à un référendum. Donc il y avait déjà une ambiguïté là-dessus. Et puis la notion de filtre n'était pas claire. Est-ce que le président gardait un droit de veto ou pas? Il s'est avéré que oui, il gardait un droit de veto dans les faits, même s'il ne le disait pas. Et donc maintenant, il y a un certain nombre de conflits. Le président qui dit oui, mais c'est pas parce que 150 citoyens ont réfléchi pendant quelques week-ends à une question qu'il faut prendre ça pour la Bible ou le Coran, comme il l'a dit. Et les citoyens qui, eux, disent bon, il y avait un engagement à nous écouter, à transmettre sans filtre nos recommandations. Qu'en est-il maintenant? Donc, clarifier le rôle et le pouvoir de l'Assemblée. On voit par ailleurs que ce genre d'Assemblée a un fort potentiel de légitimité, dans le sens où on sent que la population est assez aidée à faire confiance à ce genre de processus. Par exemple, la concitoyenne pour le climat en France jouissait dans un sondage de 60% de soutien parmi la population. Mais c'est aussi parce que ces recommandations étaient très populaires. La plupart des recommandations de la Convention citoyenne étaient plébiscitées par la population. Donc, il faut voir si une assemblée citoyenne faisait des recommandations moins populaires, la question de la légitimité c'est être différente. Donc, la légitimité n'est pas garantie. Par ailleurs, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont attaqué ces assemblées citoyennes en disant qu'elles n'étaient pas vraiment représentatives de la population ou qu'elles étaient manipulées par les experts. Ça, c'est aussi un argument qui revient fréquemment. Enfin, on peut se demander s'il n'est pas intéressant, si on fait une assemblée citoyenne sur le climat ou sur l'environnement, d'inclure d'emblée
des climato-sceptiques, parce que c'est une question qui a été souvent posée aux organisateurs de l'expérience française. Est-ce que ce n'était pas une assemblée d'emblée biaisée en faveur des écologistes? Est-ce que toutes les voix étaient vraiment bienvenues dans cette assemblée? Et au Royaume-Uni, eux, à l'inverse, ils avaient décidé d'avoir une représentation des voix climato-sceptiques, portion bien sûr de leur présence dans la population. Et il semble que ça puisse apaiser un peu les sceptiques. Donc voilà, ça paraît contre-intuitif, mais ça pourrait être intéressant du point de vue de la légitimité. Voilà, et enfin, il reste une incertitude par rapport à une assemblée citoyenne qui aurait beaucoup de pouvoir. Généralement, ces assemblées n'ont des pouvoirs que consultatifs. Si on donnait beaucoup de pouvoir à une telle assemblée, est-ce que la dynamique ne serait pas différente? C'est une question qui reste ouverte. Est-ce qu'elle parviendrait à garder son indépendance par rapport au parti, par rapport au lobby? Ça, pour le moment, on n'a pas de réponse à cette question. Voilà les membres de la Convention citoyenne pour le climat en France, et je cède la parole à la proposition Parlement citoyen. Super, merci Pierre-Étienne. Du coup, Sébastien et Yona vont maintenant nous présenter leur proposition, enfin la proposition du Parlement citoyen. Donc Sébastien et Yona, je vous laisse partager votre écran et nous expliquer en quoi consistent vos projets. Moi, je vais parler en néerlandais et Yuna va parler en français. Dus ik zal beginnen met een klein beetje de context te schetsen van ons voorstel. En dan zullen we ingaan op de 8 basisprincipes van het voorstel. Dus het voorstel van het burgerparlement is eigenlijk begonnen, we zijn het proces begonnen in juni, dus kort na het afsluiten van de Convention citoyenne pour le climat in Frankrijk. Wij hebben een eerste versie laten lezen door heel wat politici van verschillende partijen. Ook een aantal partijvoorzitters hebben daarop gereageerd. We zijn ook met een aantal experten van de deliberatieve democratie vanuit de academische wereld in gesprek gegaan en dan gekomen tot de lange versie van ons voorstel, dat jullie op onze website kunnen terugvinden. De korte versie, dat zijn 8 basisprincipes die we straks kunnen uitleggen. Die 8 basisprincipes zijn ondertekend door ondertussen een 38-tal organisaties. Sinds wij publiek zijn gegaan in oktober vorig jaar, zijn Yuna en ik een beetje de boer opgegaan, zoals ze zeggen in het Nederlands, met ons voorstel. Dus we zijn in gesprek gegaan met een aantal politici. We hebben met een aantal ministers gesproken en kabinetten van de federale regering, want wij richten ons met ons voorstel in de eerste plaats tot de federale regering. Dus wij vragen hen om dit voorstel te initiëren en ook te financieren. Het is geen goedkoop idee, moeten we toegeven. We zijn ook in gesprek gegaan met een aantal groepen die misschien traditioneel als tegenstanders van de milieubeweging zouden kunnen worden gezien, zoals het VBO en de Boerenbond. Dus ook van hen hebben we eigenlijk feedback gekregen op ons voorstel. Dus we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar wat de leden van de Shift over dit voorstel te zeggen hebben. Dus maar ik laat het woord nu even aan Yuna en dan straks gaan we in op onze basisprincipes. Yuna, c'est à toi. Merci. Voilà, donc comme Sébastien l'a dit, pour remettre un peu cette initiative dans le contexte, donc on a commencé en juin, on est public depuis plus ou moins octobre. Donc Sébastien et moi, on est les représentants de cette initiative, donc français, néerlandais. On a une plus longue version qui est trouvable sur notre site internet, mais aujourd'hui, on va vous présenter vraiment les 8 points principaux de cette initiative. Et alors, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est qu'on est soutenu par plus de 30 associations aujourd'hui en Belgique, d'un peu tous les milieux. Et on a essayé même d'aller chercher ceux qui, a priori, ne seraient pas les usual suspects pour ce genre d'initiative. Alors, oups. Dus ik denk dat Michel het daar straks ook zal over hebben, maar wij baseren ons voorstel eigenlijk op het artikel 7 bis van de Belgische grondwet, waarvan wij nu denken dat de regeringen in het land er tegen zondigen. Ik zal het even voorlezen. Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling. In haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties.
Voilà, donc la proposition se base principalement sur l'article 7 bis de la Constitution belge, qui est écrite là, donc dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales, en tenant compte de la solidarité entre les générations. Dus het eerste basisprincipe van ons voorstel draait rond het onderwerp van het onderwerp van een burgerparlement. Wij spreken expliciet niet over het klimaat, maar over de ecologische crisis of de milieucrisis, want dat is een begripsverwarring die nogal vaak voorkomt. Het probleem waar wij ons voor gesteld zien is geen louter klimaatprobleem, spijtig genoeg. Dus het draait niet enkel rond klimaatopwarming, maar ook rond het verlies van biodiversiteit, wat volgens sommige onderzoekers nog een urgenter probleem is dan het klimaat, en nog een heleboel andere zaken, zoals de stikstof- en fosforkringloop, het gat in de ozonlaag, oceaanverzuring, waterschaarste, landgebruik, chemische verontreiniging, aerosolen in de atmosfeer. Dus eigenlijk het kernpunt van het probleem waar we ons voor gesteld zien, is eigenlijk de bewoonbaarheid van onze planeet. Voilà, donc le premier principe se base sur le fait qu'on ne parle pas seulement du climat, du réchauffement climatique, mais bien de manière plus générale de crise écologique. Donc on prend en compte les 9 frontières planétaires qui sont indiquées sur le PowerPoint et aussi l'habitabilité de notre planète. Alors, le deuxième principe, c'est le principe de représentativité. Donc ça, on en a déjà parlé avec l'initiative précédente, mais donc c'est un tirage au sort de 101 personnes, 101 citoyens, qui respectent un certain nombre de critères démographiques pour s'assurer en fait que le tirage au sort soit le plus représentatif de la population belge dans son ensemble. Dus inderdaad, het werd bij de vorige spreker al een beetje uitgelegd. Wij gebruiken ook het systeem van de representatieve loting. En we laten daar een aantal demografische criteria meespelen, zoals gender, leeftijd, opleidingsniveau, socioprofessionele categorieën, geografische spreiding, type woongebied. Woont men in een stad of op het platteland? De Gilets jaunes hebben ons geleerd dat het op vlak van mobiliteit een belangrijk criterium is. Voilà. Ja. Ik zal misschien doorgaan. Dus inderdaad, als wij werken met een systeem van representatieve loting, dan betekent dat niet dat het zomaar representatief zal zijn voor een zekere diversiteit van de bevolking. We denken ook dat het belangrijk is om inclusiviteitswaarborgen te installeren voor mensen voor wie het moeilijk zou zijn om deel te nemen aan een dergelijk initiatief. Er is bijvoorbeeld natuurlijk een financiële drempel, vandaar dat wij voorstellen om mensen, zoals het ook gebeurde in Frankrijk, te betalen voor hun werkzaamheden. Dat maakt natuurlijk dat er wel een kostplaatje aan vasthangt. We stellen ook hulp bij zorgtaken voor, als iemand alleenstaande vader of moeder is, of moet zorgen voor een oudere of een zieke. Er zijn nog een heleboel andere drempels die we nu niet opsommen, maar een belangrijke die we toch nog willen uitleggen is de verbale drempels. Niet iedereen kan zomaar in groep over ingewikkelde onderwerpen meepraten. Daar zijn soms ook sociale oorzaken voor. Dus wij stellen voor om een gesprekstraining te organiseren bij het begin van het burgerparlement. Niet alleen om te leren spreken, maar ook om te leren luisteren, wat soms nog een belangrijkere kunde is. En er zijn ook de gesprekken worden gefaciliteerd door onafhankelijke facilitatoren, die ervoor zorgen dat eigenlijk iedereen, elke stem aan bod kan komen. Voilà, donc pour s'assurer la bonne représentativité de ce projet, on trouvait ça important qu'il y ait un certain nombre de critères d'inclusion aussi. Donc déjà de manière financière, donc que ce soit pour les déplacements, le logement, l'aide aux tâches de soins, ça représente plutôt dans le cas typique par exemple d'une famille monoparentale, donc une maman qui serait avec des enfants, pouvoir s'assurer que la garde des enfants soit prise en charge aussi
pendant les week-ends de formation. Et après, un critère très important aussi, c'est la barrière verbale. Donc, c'est en fait apprendre à aux gens en général comment s'exprimer en groupe et aussi comment finalement savoir écouter et débattre en groupe. Parce que ça, on se rend bien compte que tout le monde ne le fait pas naturellement et c'est important pour nous que ces 101 personnes puissent prendre la parole de manière égale et avoir le même poids dans la discussion. Alors, le quatrième point, c'est le point information. Donc, en fait, ce panel de 101 personnes sera informé par des scientifiques. Alors, équilibré, pourquoi? Ça veut dire qu'on prendrait des scientifiques, donc pas seulement des climatologues, mais aussi des professeurs universitaires, des scientifiques dans tout ce qui est processus de délibération démocratique. Donc, vraiment un panel très large, mais alors qui devrait respecter forcément le consensus de la communauté scientifique. Donc, par exemple, on ne mettrait pas un scientifique climato-sceptique. Si ça existe, on ne mettrait pas de climato-sceptique pour aller informer ce panel de citoyens. Dus inderdaad, het is het vierde principe, het draait rond informatieverstrekking. De burgers worden grondig geïnformeerd in de eerste bijeenkomsten van het burgerparlement. Dat is een evenwichtige samenstelling van experts. Dus het gaat niet enkel om theoretisch opgeleide experts, maar ook om praktisch opgeleiden. Bijvoorbeeld een boer die al de droogte meemaakt. Het is ook een ideologisch evenwichtig samengestelde groep. Dat is niet alleen nodig om het debat goed te voeden, maar ook voor de legitimiteit. Dat het niet wordt gezien als een linksclubje of een rechtsclubje. Maar het is voor een stuk een reactie ook op wat Pierre-Etienne daar straks zei. Wij zouden geen klimato-sceptici uitnodigen om te komen spreken voor het burgerparlement. Dus er wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke consensus. We denken dat zij al genoeg aandacht hebben gekregen. Dat heeft natuurlijk niet te maken... dat gaat natuurlijk niet over de leden van het burgerparlement zelf. Dat kan heel goed zijn dat daar klimaatskeptici tussen zitten. Dus het vijfde principe draait rond onafhankelijkheid. Dit voorstel is... wij vragen aan de federale regering om het voorstel te initiëren en te financieren, maar het moet zich wel onafhankelijk kunnen opereren van de partijen die in die regering zitten. Het is ook onafhankelijk van de groepen die het voorstel steunen. Dus in die zin zitten wij in een goede onderhandelingspositie. Het zou niet als legitiem worden gezien door het grootste deel van de bevolking. Als mensen weten, dit wordt eigenlijk een beetje aangestuurd door milieugroepen, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal andere politieke, economische en sociale actoren waarvan een burgerparlement onafhankelijk zou moeten zijn in onze ogen. Hoewel groepen of organisaties als het VBO of de vakbonden of de Boerenbond er zeker een plek kunnen krijgen als sprekers, kunnen zij eigenlijk het proces zelf in onze ogen best niet beïnvloeden. Er is ook een interne onafhankelijkheid. Soms te ver leiden om dat nu uit te leggen, maar er is een heel organigram van hoe het burgerparlement organisatorisch werkt, waar eigenlijk een aantal checks en balances worden ingebouwd. We hebben ons daar vooral geïnspireerd op wat er met de convention is gebeurd in Frankrijk. Voilà, donc le cinquième point, c'est le point de l'indépendance. Donc effectivement, on demande au gouvernement fédéral de mettre cette initiative en place, mais pour s'assurer finalement qu'il garde sa légitimité et son indépendance. Donc voilà, on demande au gouvernement fédéral de ne pas prendre place finalement dans les discussions, mais bien seulement de respecter le processus et d'arriver à la fin et de regarder les propositions. Alors c'est important aussi pour nous que cette initiative soit indépendante finalement des acteurs politiques, économiques et sociaux, et même des associations qui soutiennent aujourd'hui l'initiative. Et alors ça, pour s'assurer de tout ça, on demandera à des organisations qui connaissent, qui savent comment faire pour vérifier ce genre de processus. Et donc, c'est eux qui soumettront le Parlement citoyen à toute une série de mécanismes de contrôle pour s'assurer de son indépendance par rapport à tout acteur extérieur.
Alors, le sixième principe, c'est au niveau des gouvernances. Donc, on sait que la politique belge, c'est une belle lasagne assez compliquée à comprendre. Et donc, on n'attend pas des citoyens qu'en un an, ils doivent, en plus de prendre des mesures et de s'informer par rapport à celles-là, les proposer au gouvernement compétent. Donc ça, ce sera à la fin du processus. Il y aura une série de personnes qui s'occuperont uniquement de ça, donc de rediriger finalement les propositions des citoyens donc à l'État fédéral, aux communautés, aux régions, pour que ce ne soit pas les citoyens qui doivent prendre ça en place, qui doivent prendre ça en plus, pardon. Dus ons voorstel is wat dat betreft niet revolutionair. We denken niet dat we de Belgische staat zullen kunnen herorganiseren, maar we moeten er natuurlijk wel rekening mee houden met die complexiteit die er nu eenmaal is. Dus ons idee is dat we van de burgers die lid zijn van het burgerparlement niet kunnen verwachten dat zij zich informeren over die Belgische complexiteit. Ze hebben met de ecologische complexiteit al meer dan genoeg, denken we. Maar dus hun voorstellen worden aan het eind van het proces doorgestuurd, zou je kunnen zeggen, naar de verschillende bevoegde niveaus. Het kan zijn dat een bepaald voorstel eerder een federale bevoegdheid is, of een federale en een gewestelijke, enzovoort. Dan het voorlaatste principe, ons verhaal is bijna af, is natuurlijk een heel belangrijk principe. We willen natuurlijk dat het burgerparlement een impact heeft op de reële politiek. We willen natuurlijk ook leren van wat er in Frankrijk is gebeurd. Het is wel zo dat een burgerparlement op dit ogenblik geen grondwettelijke basis heeft. Er is eigenlijk geen mogelijkheid voor geloten burgers om werkelijk impact te hebben of werkelijk wetgevende bevoegdheid te hebben. Aan de andere kant willen we niet dat het een puur raadgevend orgaan is. Daarvoor zou het eigenlijk ook zonde zijn voor de energie van de burgers, maar ook voor het geld dat zo'n burgerparlement zou kosten. Vandaar dat we voorstellen dat elk voorstel van het burgerparlement wordt uitgevoerd door de bevoegde regering of gestemd in de bevoegde parlementen. En dat is eigenlijk ook misschien wel een reactie op wat Pierre-Etienne daar straks zei. De vraag van de legitimiteit van een burgerparlement. Je zou kunnen zeggen, ja, ze hebben minder macht, de burgers, maar het geeft het burgerparlement wel meer legitimiteit wanneer het uiteindelijk ook wordt gestemd door verkozen politici. Dus eigenlijk is de laatste filter, zou je kunnen zeggen, nog altijd die van de representatieve democratie. Mensen hebben gestemd voor de politici die voorstellen goed of afkeuren. Maar als een voorstel wordt afgekeurd, dan vragen wij wel van de parlementen om publiek te motiveren waarom zij die voorstellen hebben afgekeurd. Voilà, donc notre avant-dernier point, c'est prendre conscience de l'impact du Parlement citoyen. Donc effectivement, il n'a pas de base constitutionnelle, mais finalement pour s'assurer déjà du respect finalement des citoyens qui auront pendant un an mis du temps, de l'énergie, et puis le coût aussi du Parlement citoyen pour assurer qu'il soit amorti. Après chaque proposition proposition présentée au gouvernement, donc soit elle sera mise à l'œuvre et en fait, il n'y a pas trop de discussion, donc elle est soumise à un vote. Soit on demande qu'il y ait une motivation de la part des gouvernements compétents après un rejet, donc de manière publique, pour s'assurer que ce ne soit pas seulement consultatif comme initiative, mais qu'il y ait vraiment un suivi des explications derrière. Donc ça, c'est ce qu'on a vu par rapport à la Convention citoyenne pour le climat en France. Donc eux, c'était seulement consultatif et aujourd'hui, ça crée beaucoup de débats parce que les propositions qui avaient été données ne sont pas suivies et il n'y a pas eu beaucoup de motivation de oui ou non, pourquoi est-ce qu'on ne met pas telle ou telle proposition en place. Et alors, le dernier principe, donc on a un peu triché, on a mis plusieurs principes fondamentaux. Alors d'abord, c'est que le Parlement citoyen et donc les initiatives qui en ressortiront prennent en compte la proportionnalité de la mesure par rapport au risque traité. Donc on sait que quand on joue sur tout ce qui est social, environnemental, on est sur un terrain très glissant, que les choses bougent très très vite. Et donc les mesures finalement proposées à la fin de cette année devront prendre ça en compte, le fait que ça peut changer très très vite et qu'il faut vraiment, entre guillemets, toujours voir le contexte le plus grave et pouvoir le prévoir aussi. Alors, un principe aussi fondamental qui est en fait transversal, c'est la justice sociale.
parce que ça, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il faut savoir lier l'environnemental et le social, parce que c'est non déliable. Et alors, quelque chose à prendre en compte aussi, c'est l'impact global de la production et de la consommation belge, donc vraiment s'adapter à notre contexte. Et alors, le dernier principe, donc, qui est le principe de précaution, ça rejoint un peu le premier. Donc, c'est ce fait qu'il faut prendre vraiment le scénario le plus large possible, le plus grave possible, et se dire qu'il pourrait arriver, et donc que nos mesures proposées doivent prendre en compte le fait que le plus grave peut arriver pour être sûr que dans 5 ans, 10 ans, ces mesures aient encore du sens, parce que finalement, elles restent au contexte. Dus ik ga proberen heel snel te gaan. Ons laatste principe zijn er eigenlijk nog 4. Dat zijn de 4 gidsprincipes voor een burgerparlement. Eén daarvan is de proportionaliteit ten opzichte van de geadresseerde risico's. In het Frans bestaat er een heel mooi woord, mesurette. We denken als we kijken naar de bestaande risico's, zijn mesurette vandaag niet meer genoeg. Een ander belangrijk principe is sociale rechtvaardigheid. Zelfs al vind je dat ideologisch gezien misschien niet zo belangrijk, is het toch een belangrijk principe om de sociale vrede te bewaren. En daar hebben de gele hesjes ons ook van overtuigd. Een derde principe is het bewustzijn van de globale impact van de Belgische productie en consumptie. Ook dat zou in onze ogen een rol moeten spelen bij de beslissingen van het burgerparlement. En het laatste gidsprincipe is het voorzorgsbeginsel. Bij het maken van beleid worden er een aantal projecties naar de toekomst gemaakt. Sommige daarvan zijn heel positief, optimistisch, andere eerder pessimistisch. Wij geloven dat de pessimistische zouden moeten doorwegen bij de beslissingen. Dus dat is een beetje ons voorstel, heel kort. Maar de langere versie vinden jullie dus terug op onze website. Bedankt voor jullie aandacht. Merci beaucoup Sébastien et Yona pour cette super présentation complètement bilingue et pour ce beau projet de nouveau. Michel, du coup, je t'invite à partager avec nous ta vision de cette proposition et d'autres qui existent, mais aussi les appuis un petit peu plutôt juridiques à propos de la légitimité d'une telle proposition. Voilà, Michel, la parole est à toi. Ton micro est encore en mute. Je vais essayer de moi te démuter. Voilà, c'est bon. Tu me fais signe s'il y a un souci avec le partage d'écran. Voilà. Donc, en fait, il s'agit d'une présentation. Bonjour à tous d'abord. Je ne vois pas encore tes slides, si jamais tu voulais partager avec nous tes slides. Comment? Je dis qu'on ne voit pas encore tes slides. Okay. Ça a fonctionné tout à l'heure, donc ça va fonctionner cette fois-ci. Super. Voilà, c'est bon comme ça? C'est parfait. C'est parfait. Donc, il s'agit d'une présentation, c'est un extrait d'une présentation plus large. Alors, toutes les slides sont labellisés Forum pour la transition, mais en fait, j'ai extrait de cette présentation ce qui était valable pour tous les projets d'Assemblée citoyenne. Pour l'instant, sur la table, au niveau fédéral ou interfédéral, il y a 3 projets. Il y a le projet qui est le plus abouti que Yuna et Sébastien viennent d'expliquer, le plus abouti en termes de description du mécanisme, etc. Ils ont fait un travail remarquable. Il y a aussi une proposition du plan SOFIA qui est soutenu par… Enfin, le plan SOFIA comprend une version aussi d'Assemblée citoyenne et le plan SOFIA est soutenu par 100 académiques et 182 entrepreneurs de la transition. Et enfin, il y a le Forum pour la transition qui, lui, est soutenu par une trentaine d'acteurs à la fois du secteur académique, des entreprises et du secteur associatif. Donc voilà, cette proposition part du même principe. Il est urgent de pérenniser notre patrimoine naturel, notre environnement. Il faut tenir compte de plus de justice sociale. Il faut tenir compte des générations futures. Alors, il y a plusieurs sources d'inspiration, mais il y en a une qui est tout à fait, en tout cas, qui, moi, me parle beaucoup. C'est un livre écrit par un collectif pluridisciplinaire qui s'appelle « Inventer la démocratie du XXIe siècle, l'Assemblée citoyenne du futur ». C'est ça qui a nourri en tout cas une bonne part de mes réflexions. Le projet d'Assemblée qu'il propose est une invention
à la mesure des enjeux contemporains pour affronter la crise environnementale en approfondissant l'idée démocratique plutôt que, et alors dans le contexte Covid, la ligne suivante est vraiment intéressante, plutôt qu'en se remettant à un gouvernement d'experts ou à un régime autoritaire que certains considèrent pourtant plus apte à relever les défis de l'Anthropocène. Voilà comme introduction. Alors, il y a plusieurs références, entre autres juridiques, à l'appui de la convocation d'assemblées citoyennes. D'abord, un règlement du Parlement européen et du Conseil des ministres qui date de fin 2018 sur la gouvernance de l'Union de l'énergie et de l'action pour le climat, qui en son article 11 nous dit ceci. Le règlement impose à chaque État membre de mettre en place un dialogue multiniveau sur le climat et l'énergie, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées, ainsi que le grand public, peuvent s'investir activement et discuter des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d'énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu'ils ne disposent déjà d'une structure ayant la même finalité. C'est un fait que la Belgique ne dispose toujours pas d'une telle structure. Un autre élément à l'appui de tout cela, c'est une étude de l'OCDE qui invite les États membres à exploiter davantage les ressources de la participation citoyenne, étude qui date de l'année dernière. Dans le même sens, les recommandations de la Cour des comptes, qui n'est pas un repère d'activistes écologistes, dans le cadre de la préparation et de l'exécution de leur stratégie de développement durable, les différents niveaux de pouvoir doivent veiller à impliquer les citoyens et les parties prenantes pertinentes, de préférence de manière planifiée et donc organisée. Cinquièmement, l'article 7 bis de la Constitution, même Yuna et Sébastien en ont déjà parlé, ainsi que l'article 23 qui consacre le droit à la protection de la santé et d'un environnement sain. Sixième élément, alors par rapport à l'article 7 bis de la Constitution qui parle de développement durable, que nous dit le Bureau du Plan? Tous les 2-3 ans, le Bureau du Plan doit établir un rapport pour qualifier les états d'avancement par rapport aux objectifs de développement durable que le gouvernement est censé appuyer. Et tous les 2-3 ans, la conclusion est à peu près la même. Face aux défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités, les changements climatiques et l'appauvrissement de la diversité biologique, tous les pays ont adopté l'objectif de développement durable. Le rapport fédéral du Bureau du Plan constate à nouveau qu'en Belgique, la prolongation des tendances actuelles ne permet pas d'atteindre l'ensemble des objectifs. C'est pas de nouveau un repère d'activistes écologistes, c'est le Bureau fédéral du Plan. Et le Bureau du Plan, il va de plusieurs recommandations, bien sûr, dont prendre en compte les ODD dans les débats parlementaires et relancer la coopération interfédérale sur le développement durable. Septième élément, l'enquête Noir Jaune Blues, qui a été réalisée pour le compte de la Fondation Ceci n'est pas une entreprise dont faisait partie Philippe Mustat. Qu'est-ce que nous raconte cette enquête? À l'affirmation, je pense que nous sommes vraiment à la fin d'un système de société. 60% des personnes interrogées ont répondu d'accord. Et plus bas leur niveau d'études, ça m'a vraiment surpris, plus bas leur niveau d'études, plus l'accord est fort. À la question « J'estime que les efforts faits sont suffisants pour sauver l'environnement », 70% des personnes répondent « pas d'accord ». Une majorité d'individus a le sentiment que la société civile et les citoyens avancent plus vite que les partis et les dirigeants politiques. Et plus ils sont âgés, plus ils le pensent. Et à l'affirmation « Je fais confiance à telle ou telle institution car elle agit pour gérer les grands problèmes de l'époque, surtout pour améliorer le vivre ensemble », les associations de la société civile recueillent 51% d'avis favorables, l'enseignement à les universités 45%, la science et les chercheurs 45%, tandis que les pouvoirs publics, les députés, les responsables politiques en général, plus ou moins 12%, et les partis politiques 9%. Ça veut dire qu'il y a une forte défiance à l'égard des institutions verticales et une plus grande confiance dans les organisations horizontales. L'enquête du CEVIPOL de 2019 auprès des parlementaires francophones, aussi bien fédéraux, communautaires que régionaux, montre que les partis sont en faveur d'une consultation du mini-public. CDH, MR, PSD, FI entre 74 et 89%, école de 100%, et davantage les femmes, mesdames, que les hommes. Et enfin,
on vient de parler des parlementaires francophones parce que c'est ça qui était le sujet de leur étude, mais parlons de tous les autres. Le 16 mai 2019, à l'issue de la clôture de l'action Side for My Future animée par The Shift, on a posé la question à tous les représentants des partis politiques et non des moindres qui étaient présents. Ils se sont engagés publiquement, avant les élections, à élaborer et mettre en œuvre les mesures des plans climat en collaboration avec les citoyens, la société civile, les entreprises et les universités, selon une approche bottom-up. On l'attend toujours. C'est une action qui avait été signée par 268 000 personnes. Et voilà tous nos partis en train de dire « nous sommes d'accord ». Et enfin, la déclaration de Rio, je vais passer rapidement, mais ça va évidemment dans le même sens. Le club de Rome, je vais aussi passer rapidement parce qu'on est un peu en retard, mais cela pose une question économique et à la fois philosophique sur la relation avec la nature et quelle croissance économique dans un monde qui, lui, n'est pas fini. Est-ce qu'on peut continuer à fonctionner avec une croissance infinie dans un monde qui n'est pas fini? Ça pose vraiment une question fondamentale au point de vue philosophique et au point de vue économique, mais je vais passer pour gagner un peu de temps. En tout cas, la conclusion du Club de Rome, lorsqu'ils ont déposé leur plan climat au Parlement européen en 2018, était la suivante: les protestations des citoyens et leurs actions en justice contre les entreprises, les gouvernements et les individus constitueront de plus en plus des leviers à même d'appuyer cette approche d'urgence. Elles ont déjà commencé. Le plan avait été présenté le 4 décembre, c'est-à-dire 2 jours après la manifestation qui avait rassemblé près de 100 000 personnes à Bruxelles. Et alors voilà, la question finale, c'est quelle sera la légitimité d'une telle assemblée? Alors, parmi les différents éléments que je viens d'évoquer, il y en a plusieurs qui sont entre autres juridiques. Pierre-Étienne en a évoqué d'autres tout à l'heure. La légitimité, c'est forcément lié, entre autres, à la composition sociologique d'une telle assemblée. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'un panel citoyen peut être représentatif? Alors, un panel citoyen est nettement plus diversifié, ça a été dit précédemment, sociologiquement que les assemblées élues, et donc en cela mieux représentatif de la diversité, de la population en termes d'expérience professionnelle, de formation, de milieu social, de classe d'âge, de genre, et plus largement d'expérience de vie. À titre d'exemple, si la société est transformée depuis un demi-siècle, c'est grâce aux sciences dures, la médecine, la biologie, les nouvelles technologies. Or, la plupart de ceux qui ont la parole dans le monde politique ont généralement une formation en sciences humaines, en droit, en sciences politiques, en sociologie. Donc, la composition plus diversifiée des assemblées est un élément de légitimité. Alors, il y a aussi le fonctionnement qui a été très bien décrit dans la proposition du Bürgerparlament. Il se fait que les assemblées citoyennes tentent à être plus raisonnables que la grande masse. La démocratie délibérative associe la présence du citoyen grand public. Ça va beaucoup plus loin que des sondages. Un sondage, ça ne présente jamais qu'une agrégation statistique d'impressions vagues, formées la plupart du temps sans connaître réellement les argumentaires contradictoires en compétition. Si vous laissez une assemblée citoyenne tirer au sort, débattre intensivement, en leur donnant du temps, bien sûr, vous serez étonné de la qualité des avis et des prises de position qui sortiront de ces échanges, loin des sondages d'opinion où monsieur et madame tout le monde est sommé d'émettre un avis sur un sujet qu'il ne connaît pas beaucoup. Si vous me téléphonez à 7 h du soir pendant que je fais la cuisine pour me demander un avis sur un sujet, même que je connais un peu, je n'ai pas le temps de développer largement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir de manière constructive. Quelle est la valeur d'un avis pareil? Et par contre, ces sondages seront très pris au sérieux par les décideurs. Alors la question est, est-ce que le grand public va se reconnaître dans un panel de citoyens? Peut-être. Lors d'un colloque que j'ai suivi à Louvain il y a 1 an, les experts indiquaient 2 conditions nécessaires: que les médias s'intéressent à ces échanges avec les autres membres de l'Assemblée et qu'ils fassent écho aux réactions des mandataires politiques aux propositions des citoyens. Et enfin, je vais terminer avec le mode de sélection des experts. C'est évident que c'est aussi un élément de légitimité, parce qu'en fonction du mode de sélection des experts, certains milieux pourraient carrément refuser, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre, d'ailleurs, pourraient refuser les conclusions de l'Assemblée. Dans le projet germanophone, il est prévu qu'un secrétariat permanent
c'est-à-dire une personne appartenant au personnel du Parlement germanophone élu, prépare la réunion et invite les experts en collaboration avec le Conseil citoyen. La manière dont les experts sont choisis est fondamentale. Dans le Forum pour la transition, le processus prévoit ceci, que les assemblées élues, chambres, communautés, parlements régionaux, sélectionnent les organisations, membres de la société civile, parmi celles qui auraient posé leur candidature, milieu académique, syndicats, secteur associatif, fédération professionnelle. Donc, sélectionnent les organisations, tandis que les personnes seraient sélectionnées par les organisations en fonction de leurs compétences personnelles, ce qui garantirait la représentativité et la légitimité des participants et donc de l'Assemblée. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez en savoir plus si vous voulez en consultant le site de forumpourlatransition.be qui présente aussi rapidement les deux autres propositions d'Assemblée citoyenne. Merci beaucoup. Merci Michel et encore merci Pierre-Étienne, Sébastien et Yuna. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc pour tous les participants, si vous avez des questions ou des éléments de débat, de réflexion que vous avez envie de participer et de partager avec nos panélistes, c'est le moment de les poster dans le module Q&A qui est dans le menu de Zoom, dans le petit menu en dessous. J'ai 3 questions pour commencer, mais Michel, tu viens de donner quelques éléments quand même de réponse déjà sur ces questions, mais je vais quand même les poser si jamais un autre panéliste veut rajouter un autre point. C'est des questions de Marie Corman qui demande comment en effet articuler les différentes initiatives faisant appel au tirage au sort à Bruxelles, commission mixte Agora, en communauté germanophone. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à cette question-là et qui souhaite répondre? Je vais répondre. En fait, c'est très différent parce que la communauté germanophone, c'est une assemblée qui est multi-thème, qui peut traiter tout sujet en fonction de l'agenda politique local. En région bruxelloise, je ne connais pas les détails, mais si j'ai bien compris, c'est une commission délibérative qui sera centrée sur différents sujets. Donc, ce n'est pas centré sur l'urgence climatique ou l'urgence environnementale. Donc, c'est très différent. Ok, merci. J'ai une deuxième question de la part de Marie qui demande qui décidera si un principe tel que justice sociale est respecté. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Je peux essayer de répondre. Het is een gidsprincipe, c'est un principe qui guide les décisions. Donc ça reste quelque chose, c'est une valeur qui est très difficile à quantifier. Mais c'est quelque chose, oui, dont on demanderait les membres de respecter. Et si je peux juste ajouter, donc effectivement, c'est un principe qu'on veut transversal dans toutes les décisions qui seraient prises et dans les débats. Et après, on part du principe aussi que si la sélection est bien faite et donc respecte les critères démographiques, les 101 personnes qui seront présentes dans les discussions représenteront finalement l'ensemble de la population belge. Et donc, il y aura forcément une part de ces 101 personnes qui s'intéressera plus que d'autres à ce principe de justice sociale, vu qu'elles seront directement, plus touchées que d'autres dans les prises de décision. Donc en fait, voilà, nous on l'a mis en tant que principe pour, voilà, comme Sébastien l'a dit, en tant que valeur pour essayer que ce soit le plus en tête possible pendant cette discussion. Mais comme voilà, les 101 personnes sont censées être représentatifs, normalement c'est un principe qui va s'imposer finalement lui-même dans la discussion. Merci, Yuna. Est-ce que Michel ou Pierre-Étienne voulaient ajouter quelque chose par rapport à cette question? Non, je passe à la question suivante qui nous vient de Félix Carbon plus Alt plus Delete, qui remercie pour les belles présentations et qui dit: Het is duidelijk dat jullie heel hard inzetten om partijdigheid zoveel mogelijk te beperken. De grootste uitdaging voor partijdigheid lijkt me nog steeds de macht die schuilt in de selectie van sprekers en experts tijdens de informatiefase. Hoe kunnen wij neutraliteit garanderen in de selectie van gepresenteerde informatie? C'est une question qu'on a abordée entre nous avant le webinaire et c'est très intéressant d'en parler maintenant. Michel, tu veux commencer? C'est un sujet extrêmement sensible. Il y a une thèse de doctorat qui a été créée à propos du G1000 qui montre que certaines conclusions du G1000 ont été refusées par certains milieux parce qu'ils estimaient que les experts académiques avaient été sélectionnés sur une tendance trop à gauche, entre guillemets.
Et donc, c'est vrai, si la sélection des experts prête à critique, tout le système s'écroule. J'ai beaucoup discuté de ça avec Arnaud Zachary du CNCD à l'époque, qui me disait la seule manière, en tout cas tel qu'il le voyait, d'assurer que ces experts la sélection des experts soit reconnue, c'est de sélectionner ces experts à travers les assemblées élues, puisque représentatives. D'où l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, où les associations proposaient leur candidature, seraient sélectionnées par les assemblées et donc par les différents partis, tout parti confondu. Pour moi, c'est une manière de faire accepter la sélection, plutôt que de choisir une dizaine de personnalités aussi intègres que possible, qui vont choisir eux-mêmes les experts, mais qui sont toujours sujets à discussion. Voilà. Pierre-Étienne, vas-y, tu veux ajouter? Je passe la parole à Sébastien. Je vais juste rajouter à cette proposition. Donc, je pense effectivement qu'il faut impliquer les partis et les élus dans la supervision du processus. Simplement, je ne laisserai pas la majorité au Parlement choisir ses propres experts. Là, on a quand même un risque de forte coloration politique quand même. Moi, ce que j'imaginais plutôt, c'était une sorte de comité de supervision du processus qui inclut un représentant de chaque parti qui a un siège au Parlement et qu'on débouche plutôt sur un choix consensuel d'experts et pas simplement les experts préfèrent la majorité au Parlement. Mais, voilà. Du coup, Sébastien va compléter. Non, je pense que c'est des super propositions. Et juste pour avoir un contre-exemple, parce que oui, le GMIL a eu des critiques parce que c'était vu comme trop de gauche. Mais si on regarde sur le site de la Convention citoyenne pour le climat en France, c'est un site assez détaillé, là on voit la liste de tous les gens qui ont parlé à la Convention, et ça c'est quand même quelque chose de très équilibré de manière idéologique aussi, juste pour avoir ces contre-exemples. Super. Michel? Ben, pour aller dans le même sens que Pierre-Étienne, l'idée ne serait pas que ce soit la majorité au Parlement qui décide, c'est l'ensemble des partis, donc majorité et opposition, bien sûr. Ah oui, si ce n'est que la majorité, ça ne marche pas. Merci. Super, mais il est déjà 58, donc je vais rapidement clôturer pour terminer à l'heure, et puis après, si on veut encore discuter, on peut encore discuter. Alors, déjà, oui, avant de passer à ça, le Q&A, on vient de le faire. Un énorme merci à tous nos orateurs aujourd'hui. On a posté quelques liens dans le chat si jamais vous voulez creuser un peu les propositions qui ont été faites. Je vais aussi les partager avec tous les participants et les personnes inscrites avec un email de suivi que vous allez recevoir de ma part aujourd'hui ou demain. Pour information, ce webinaire était enregistré et sera publié sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vous voulez le réécouter ou, comme l'a dit Sébastien dans le chat, le partager aussi avec d'autres personnes dans votre organisation ou avec toute personne intéressée par le sujet, n'hésitez pas. Comme ça, on fait passer le mot et on partage les idées constructives et créatives pour un renouveau démocratique. Forcément, chez The Shift, on aime beaucoup les partenariats et l'inclusion des parties prenantes, donc on ne peut qu'encourager ce type de pratique, quelle qu'elle soit. Et d'une façon plutôt pragmatique aussi, pour info, les quelques événements qu'on a à venir chez The Shift, que vous retrouverez sur notre page d'activité sur notre site, avec le premier qui a lieu jeudi sur Gender Equity, notre ABC des SDGs qu'on organise entre 2 et 4 fois par an chaque année, pour tout ce qui est intégration des SDGs dans votre stratégie. Aussi, notre série A Drop of Resilience qu'on a lancée début de cette année pour supporter un peu la résilience personnelle des personnes actives dans notre réseau pour que la transition continue à bouger avec des personnes qui sont en forme. Et la prochaine, on a l'occasion d'accueillir Anne Wouters pour cette session sur la résilience. Et ensuite, une session aussi sur la résilience, mais plutôt la résilience organisationnelle qui se fait dans le cadre de notre programme Redefining Value et là qui est plus lié aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Voilà, pour ma part, c'est la fin. Je vois qu'il y a quelques commentaires dans le chat de la part de Pierre-Étienne. Est-ce que tu veux reprendre la parole pour clarifier ça?
Non, mais simplement, je ne recommandais pas d'avoir des experts climato-sceptiques invités à témoigner de leur expertise, ce ne serait pas représenté le consensus scientifique sur le sujet, mais parmi les participants, il faut laisser la place à ces voix-là, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Super, mais voilà, je ne sais pas si... Je n'ai pas d'autres questions dans le Q&A. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions... Il y avait une question, je ne sais plus où elle a été posée, par rapport à Agora. Oui, elle était en fait remise, Marie, c'était la question de Marie Corman et elle l'a repostée dans le Q&A. Non, c'est Marie-Mathilde van der Schrik. Alors... Qui demande quel est le lien entre l'organisation Agora et l'Assemblée civile défendue aujourd'hui. Elle a dû la poser uniquement à toi parce que moi, je ne la vois pas. Du coup, si quelqu'un veut... Oui, moi j'ai déjà répondu. Donc Agora, c'est le seul parti en fait qui soutient notre proposition. Donc c'est pas le seul parti qui a demandé d'être une organisation de soutien, mais c'est le seul parti qui le soutient. Alors j'ai encore un dernier commentaire en effet que vous avez remis. Quelle est sa relation? Donc c'est bon, on y a répondu. Voilà. Je vois que certaines personnes disent merci. Du coup, je suis ravie que ça ait pu intéresser certains. J'étais ravie d'accueillir Michel, Pierre-Étienne, Sébastien et Yuna avec nous aujourd'hui. Et voilà, une bonne merci fin beaucoup à tous. Et encore merci à tout le monde, participants et panélistes. Merci à tous et bon appétit. À très bientôt. Au revoir. Salut.